Moi, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale et plus particulièrement dans mon établissement qui est un lycée d'enseignement général à la Garde, le lycée du Coudon. Avant de commencer à parler de ce qui se passe dans les établissements, je vais reprendre la définition du gender, puisqu'on en parle pendant toute la soirée. Je vais commencer par une définition très simple du gender. Alors normalement, vous avez un diaporama qui passe sur votre droite. Donc, pour définir le gender d'une façon très simple, on va dire que le gender, cette théorie du gender prétend que l'identité sexuelle, ça n'est pas être un homme et une femme, mais c'est le fait de se sentir homme ou femme, c'est-à-dire le fait de se sentir du genre féminin ou du genre masculin, quel que soit notre sexe biologique. Dans la théorie du gender, on différencie l'identité sexuelle et on différencie l'orientation sexuelle. Et l'orientation sexuelle, c'est le fait d'être attiré par un sexe. Et donc, dans l'orientation sexuelle, eh bien, il y a la possibilité d'être attiré par le sexe opposé, ce qui est la situation normale des hétérosexuels, et on peut être attiré par le même sexe. Dans ce cas-là, on parle d'homosexualité. Mais attention, il y a bien une différence entre identité sexuelle et orientation sexuelle, puisque un homme qui se sent 100% homme peut être attiré par un autre homme. Et il y a un troisième cas, quand on est attiré par les deux sexes. Et dans ce cas-là, on parle de bisexualité. Voilà, je m'arrête là pour les définitions. Donc, identité sexuelle, orientation sexuelle. Et vous voyez que c'est une théorie qui n'a rien à voir avec les sciences biologiques, puisque ces identités et orientations sexuelles se font sans tenir compte du sexe biologique. Alors maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est l'enseignement du gender dans l'éducation nationale. Est-ce qu'on enseigne vraiment le gender? Alors, mon exposé se fera en 3 points. D'abord, les programmes officiels, ensuite, les manuels scolaires, ce qu'ils contiennent, et ce que font les professeurs de biologie dans leurs cours, et enfin, comme le lycée est beaucoup plus vaste que les cours qu'on y donne, nous verrons plus largement les intervenants extérieurs et aussi les productions des élèves. Donc, mon choix, c'est de vous présenter beaucoup d'images, beaucoup de diapositives. Et voilà, sans faire de commentaires, je vous laisse juger par vous-même. Alors, on commence par les programmes officiels. Les nouveaux programmes sont parus dans le bulletin officiel pour les lycées d'enseignement général en septembre 2010. Et on voit que le thème féminin-masculin est étudié dans toutes les premières. En première S, qu'on appelle première scientifique, l'enseignement reste très biologique. On n'apporte que des connaissances biologiques, donc je ne vous en parle pas. On ne parle pas du gender. En revanche, en première économique et sociale et en première littéraire, on aborde le même thème, féminin-masculin, mais avec d'autres objectifs. Le premier, qui est sur la diapositive, c'est les connaissances sont là pour ne plus laisser de place aux fausses idées et aux préjugés. C'est la première fois que je vois ça dans un programme. En biologie, nous ne sommes pas là pour défaire des préjugés, nous sommes là pour donner des connaissances. Et maintenant, je vous lis le programme, parce qu'il est très compliqué. Ce thème sera l'occasion d'affirmer que si l'identité sexuelle et les rôles sexuels dans la société, avec leurs stéréotypes, appartiennent à la sphère publique, l'orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée. Je ne pouvais pas vous le dire par cœur, c'est trop compliqué pour moi. N'empêche qu'on voit qu'on parle de rôle, stéréotypes, sphère publique, sphère privée. Ce sont des notions de sociologie et pas du tout de biologie. Et aussi, on voit qu'il distingue identité sexuelle et orientation sexuelle. Et donc là,
ce sont bien les idées du gender, bien que le mot ne soit pas prononcé. D'accord? Donc c'est un peu sournois. Donc nous allons commencer par les livres scolaires. Je vous en ai choisi 4 et je vous les présente sans commentaire parce que quand je les ai feuilletés pour qu'on puisse choisir le livre qui serait choisi par notre établissement, eh bien j'ai été frappée par les photos, donc je laisse ces photos vous frapper. Donc on commence par le Belin. Le Belin présente 2 pages sur l'identité et l'orientation sexuelle. Et dedans, il y a un texte de la HALDE, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Ce texte rappelle tout simplement que dans les établissements scolaires, il est interdit qu'il y ait des discriminations liées à l'identité ou à l'orientation sexuelle. Dans ces 2 pages, il y a aussi 2 affiches de films, des films mettant en scène des homosexuels. Et comme activité pédagogique, il faut que les élèves aillent chercher sur Internet des informations sur ces films. Maintenant, passons au Belin. Il a lui aussi 2 pages, mais sur un autre sujet, c'est une approche de la sexualité humaine. Alors, Belin veut nous faire comprendre que la sexualité humaine est non stéréotypée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une activité sexuelle stéréotypée, style le mouton, c'est commandé par les hormones et l'acte sexuel est là pour la reproduction. Eh bien, l'homme a une activité sexuelle non stéréotypée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée vers la reproduction, mais liée au plaisir. C'est ce que dit Belin. Comme exemple, ils nous ont choisi la sexualité des bonobos et regardez le commentaire sous la photo. Ils ont des pratiques sexuelles non reproductives variées, comme la masturbation, la fellation et les baisers. À côté, on a une peinture de Picasso, Bacchanal. C'est une fête romaine qui se termine en général par des débordements sexuels, autrement dit des orgies. Pour montrer la sexualité humaine, je trouve que c'est une approche un peu... Voilà. Toujours dans le Belin, regardez maintenant, on nous montre un brevet de 1911 pour un appareil empêchant la masturbation. Et le commentaire est extraordinaire. Cette activité, donc la masturbation, était encouragée dans l'Antiquité, mais elle a été condamnée par le monothéisme et accusée d'être source de beaucoup de maux par la médecine au XVIIIe siècle. Mais depuis 1970, elle est considérée comme une activité sexuelle normale. Voilà. Et toujours dans le Belin, on voit un document qui présente un 3e genre, en Inde. Donc, les papiers d'un citoyen portent la mention M pour masculin, F pour féminin et T pour transsexuel. Alors, qui sont ces transsexuels? Eh bien, en Inde, il y a beaucoup de garçons qui sont élevés comme des filles. Il y a aussi des garçons qui sont émasculés pendant leur adolescence. Mais il y a aussi, comme partout, des individus qui sont intersexués, c'est-à-dire que leur sexe est difficilement identifiable à cause d'anomalies hormonales ou des chromosomes sexuels. Voilà. On passe maintenant au Hachette. Le nombre de pages augmente. Il y a 3 pages sur l'identité, le genre et l'orientation sexuelle. On démarre par un texte qui dit que l'identité sexuelle est une perception subjective qui n'est pas en lien avec le sexe biologique. Et donc là, on est en plein dans la théorie du genre. Pour illustrer leurs propos, ils nous montrent une photo d'une athlète. Et en fait, ils montrent un cas d'intersexualité. Cette athlète, qui a gagné les championnats du monde de Berlin en 2009, en fait, est intersexuée. Ça veut dire qu'elle a des chromosomes XY, elle a des testicules et elle a de la testostérone. Elle devrait être un homme. Mais en fait, elle n'a pas de récepteur à la testostérone.
Et donc, elle n'a pas eu de développement de voie génitale mâle. Et donc, elle est intersexuée, elle a un sexe qui est ni l'un ni l'autre. Alors, le problème pour cette athlète, c'était, doit-elle concourir dans des compétitions féminines ou masculines? Après 1 an de pourparlers, en fait, ils ont décidé qu'elle concourrait dans les compétitions féminines si elle prenait des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone. Et ça se comprend, puisque la testostérone a longtemps été utilisée comme dopant, puisque ça développe la masse musculaire. Toujours dans le même livre, nous avons le genre, une construction sociale. Et une photo très connue de jeunes mariés. Et en fait, on voit que le mari va travailler pour faire vivre le foyer et madame sera affectée aux tâches ménagères. Vous voyez sur la photo. Sur la même page, on voit un couple gay qui est resplendissant. Vous avez vu l'opposition entre les 2 images sur la même page. Et regardez bien le commentaire, qui reste pour moi très mystérieux. Tout le monde a le droit élémentaire à une sexualité épanouie. Enfin, toujours dans le même livre, pour parler de l'orientation sexuelle, on nous met une affiche de la Journée nationale de lutte contre l'homophobie. Cette affiche est pour le moins curieuse. La phrase qui est encadrée, c'est « On ne choisit pas son orientation sexuelle » et le bébé porte un bracelet sur lequel il y a marqué « homosexuel », c'est-à-dire son orientation sexuelle. C'est complètement ambigu puisque dans la théorie du gender, l'orientation sexuelle s'affirme au moment de l'adolescence et surtout, elle peut varier au cours de la vie. Voilà. Enfin, nous arrivons à des choses plus agréables. Je vous présente le livre que les professeurs de SVT ont choisi dans notre établissement. Pourquoi l'a-t-on choisi? Il ne possède que 2 documents sur la théorie du gender et ils sont très anodins, très soft. Alors, le premier, regardez, le texte dit que finalement la théorie du gender est une théorie défendue par les sociologues. Donc, c'est de la sociologie, ça n'est pas de la biologie. Je trouve que ça, c'est de l'honnêteté. Et ensuite, nous avons 2 images, une famille à 60 ans d'intervalle. Dans la première, on voit papa qui rentre après sa journée de travail, et dans la deuxième, on voit papa et maman qui s'occupent ensemble des enfants. Je trouve que ça, c'est structurant. Le deuxième document de ce livre, c'est le comportement sexuel en fonction du contexte culturel. Et là aussi, le premier texte est très intéressant, puisqu'il nous dit qu'il peut y avoir une contradiction entre la recherche de la satisfaction sexuelle et une coopération entre les sexes qui est nécessaire pour la vie familiale et pour la vie sociale. Et ça aussi, je trouve que c'est une notion très intéressante. Enfin, je vous ai surligné un petit exemple de comportement sexuel en fonction des cultures. Là, nous sommes chez les Esquimaux, les Aléoutes, et la femme a un mari et plusieurs autres. Et en fait, l'homme, pour honorer un invité, va offrir sa femme à l'invité. Bon, ça reste anecdotique. Voilà, nous avons fini pour les manuels scolaires. Maintenant, qu'est-ce que les professeurs enseignent dans leurs cours? Nous avons en fait 1h30 pour traiter le thème « Devenir homme ou femme ». Et nous, en biologie, nous avons à expliquer comment le sexe biologique se met en place à partir de la conception jusqu'à la puberté. Et 1h30 pour faire cette mise en place du sexe biologique de la cellule œuf à la puberté, on n'a pas trop de temps. Et donc, on n'a pas le temps de parler du gender. Voilà. Donc ça, c'est rassurant. Maintenant, je vous ai dit que dans un lycée, il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi tout le contexte et particulièrement les intervenants extérieurs.
Alors nous avons au lycée de Coudon une journée contre les discriminations. Et en fait, c'est SOS Homophobie qui vient, depuis l'année dernière, faire 2 heures de conférence-débat à chaque seconde. Ça représente plus de 500 élèves. Et voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas une visibilité de ce qui est dit, puisqu'ils arrivent à une bonne douzaine et ils se répartissent dans toutes les classes. En plus des intervenants extérieurs, il y a les productions des élèves. Alors nous avons le journal du lycée écrit par les élèves. Et en janvier 2013, il y a eu un article qui s'intitulait « Les avis sur le mariage homosexuel ». Regardez, je vous montre la fin de l'article. Il y a tout simplement « Le mariage homosexuel doit être accepté ». J'appelle ça de la propagande. Et enfin, nous avons une semaine culturelle au lycée. Cette année, le sujet était « Ces questions qui dérangent ». Pour cette semaine culturelle, il y a eu un concours d'affiches réalisé par les élèves. Donc il y avait une dizaine de belles affiches, mais parmi elles, regardez celle de droite. Mieux vaut un mariage gai qu'un mariage triste. Au niveau de la com, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai balayé les 3 points. J'en suis maintenant à la conclusion et on va reprendre chacun des points. Est-ce que le gender est enseigné au lycée? Oui, il y a les idées du gender dans le programme officiel, bien qu'il n'y ait pas le nom. Et bien que ce soit plutôt de la sociologie, on nous l'a mis en biologie. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le contenu des manuels scolaires. Le choix des manuels scolaires n'est pas sans conséquence. Vous avez vu que dans les livres, il y a une surabondance de documents qui, pour moi, ne sont pas scientifiques. Il y a des textes et des images qui font la part belle à l'homosexualité, qui parlent beaucoup des troubles de l'identité sexuelle. Et tous ces textes et toutes ces images peuvent imprégner les jeunes étudiants du lycée. Imprégner les jeunes jusqu'au point qu'ils vont penser que c'est de la normalité. Et pour preuve, moi-même qui ai été très choquée par toutes les images que je vous ai montrées il y a 2 ans, eh bien, je m'y suis habituée. Il y a une normalisation obligatoire. Pour le contenu des cours de SVT, vous avez vu que le prof de SVT va enseigner sa matière pour laquelle il a les compétences et notre temps de 1h30 pour traiter devenir homme ou femme ne nous permet pas de parler du gender. En revanche, il y a quand même la liberté pédagogique du professeur et il faut se méfier. Peut-être que certains choisiront de parler essentiellement du gender. Et maintenant, nous avons vu les intervenants extérieurs et les productions d'élèves. Eh bien, pour moi, l'obligation des conférences à la totalité des secondes, c'est un formatage de la pensée. Et je trouve que les productions de nos élèves ont souvent un petit aspect de propagande. Voilà. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? 30 secondes. Je voudrais en plus, puisqu'il me reste un petit peu de temps, vous parler d'une anecdote qui montre le changement des mentalités au sein de l'établissement. Une conseillère d'éducation voit 2 filles en train de s'embrasser au milieu de la foule dans le hall du lycée. Elle leur demande de se tenir correctement, les convoque dans son bureau et demande aux parents de venir les chercher. Cette conseillère d'éducation a été convoquée dans le bureau de monsieur le proviseur à la demande des représentants des syndicats. Il a fallu qu'elle justifie sa sanction pour savoir si elle n'était pas le résultat d'une discrimination. Voilà. Merci beaucoup.